Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir. Et comme tous les mercredis, espace 20h30, 22h, vous êtes bel et bien dans le cadre de Regard sur les communes. Regard sur les communes, nous parlons des questions liées aux collectivités territoriales décentralisées. C'est notre contribution pour la décentralisation qui suit ses petits pas en Afrique et particulièrement au Cameroun. Merci de nous rejoindre donc chaque mercredi, je le rappelais il y a un instant, 20h30, 22h, 22h. Pour ce jour, une thématique pour nous permettre d'avancer dans ce programme. Nous parlons de la formation des acteurs de la décentralisation comme étant une nécessité. C'est d'ailleurs la thématique qui nous réunit ce soir. Et avec moi, nos panels ainsi constitués, bien présents sur ce plateau, permettez-moi d'aller très rapidement présenter mes panélistes du jour. Charles Penka. Charles Penka, je le rappelle, il est journaliste, formateur également, expert sur les questions de décentralisation. Charles, bonsoir et merci de nous rejoindre, Charles. Bonsoir Pepin, bonsoir à tous les téléspectateurs de Dash TV. C'est tout un plaisir pour moi de pouvoir apporter ma modeste contribution donc à cette thématique qui est très très importante et qui nous touche tous parce que la décentralisation n'est pas une histoire des politiques, c'est aussi une histoire des populations. Très bien. D'ailleurs, vous êtes un formateur, vous êtes un instructeur dans ce domaine-là et ça nous fait beaucoup de plaisir de vous avoir sur ce plateau. On espère bénéficier de votre expertise ce soir, Charles Penka. C'est tout un plaisir et je pense que nous allons pouvoir ensemble cheminer jusqu'à ce qu'au sortir d'ici, ceux qui nous regardent pourront voir qu'est-ce qui a modifié, qu'est-ce qui a changé dans leur perception du thème. Merci beaucoup, Charles Penka. Je vous rappelle, vous êtes journaliste de formation. Vous êtes également un enseignant, je voudrais dire un expert dans le domaine de la décentralisation et davantage un instructeur formateur. Alors, le deuxième invité ce soir est aussi un enseignant. Boris Djongo est enseignant, expert en APC, approche par compétence. Boris, bonsoir et merci de nous rejoindre aussi. Bonsoir Raoul, c'est toujours un plaisir de venir ici mercredi, apporter notre petite pierre à l'éducation des communes. Aujourd'hui c'est la formation, nous sommes experts en approche par les compétences. Nous pensons pouvoir regarder cette formation en respectant les normes APC, les nouveaux paradigmes de l'éducation en cours au Cameroun. Merci à vous, Boris Djongo. Vous avez si bien dit, expert en approche par compétence, enseignant. Le troisième invité, le docteur Amel Sango. Le docteur Amel Sango est politologue et expert en décentralisation et d'ailleurs promoteur d'un cabinet conseil sur le développement local. Docteur, bonsoir et merci de nous rejoindre comme toujours. Bonsoir Raoul, ravi Gauthier encore d'être là ce soir. Je transmets mes civilités à tous les téléspectateurs qui prennent souvent du temps pour suivre les modestes analyses que nous faisons ici. Je veux dire bonsoir à Charles, que je découvre ce soir, à qui je transmets également mes civilités, sans toutefois oublier mon copanéliste de toujours, le consultant permanent de cette émission, Maurice, avec qui j'ai encore le plaisir de faire l'émission ce soir. Je suis très content d'être encore associé à cette autre thématique qui porte sur la formation. La formation des acteurs de la décentralisation. Vous regardez d'ailleurs la parole, docteur Ahmed Sango. Quand on parle des acteurs de la décentralisation, on parle probablement de qui? En fait, c'est une question pluridimensionnelle parce que lorsqu'on parle des acteurs, déjà c'est le pluriel, ça veut dire qu'ils sont nombreux. Il ne s'agit pas seulement d'une seule personne prise singulièrement. Lorsqu'on parle des acteurs, déjà, en grosso modo, c'est des personnes qui sont chargées d'impulser le développement local dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on parle techniquement de décentralisation, mais le développement local n'a pas seulement attendu la décentralisation pour s'impulser. Ça veut dire que le développement local, c'est un processus qui peut se penser, qui se pense et qui s'implémente à partir des populations locales. Je voudrais dire des populations riveraines, les populations, c'est les premiers concernés. C'est-à-dire, l'État vient en secousse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la décentralisation, elle trouve une de ses limites parce que les populations n'ont pas encore intégré dans leur esprit que la décentralisation, le développement local est d'abord leur chose. Donc, c'est pour cela que je parlerai, n'est-ce pas, ici d'une pluralité d'acteurs. Donc, les premiers sont d'abord les populations locales. On pourra également parler de l'instrument même technique
de la décentralisation, qui est la mairie à travers les conseillers municipaux et leur patron, le magistrat exécutif qui est le maire. On peut également évoquer les acteurs institutionnels, puisque en réalité la décentralisation ne se fait pas ex nihilo, elle est encadrée, elle se fait à l'intérieur d'une république, pour parler, n'est-ce pas, des acteurs institutionnels tels que le MINAT, par exemple, tel que le ministère de Mindebel, le Mindebel, par exemple, et aussi les organismes de formation, parce que eux également font partie des acteurs de la décentralisation. Parfois, on est lu, voilà, parfois ce camp-là, mais c'est des acteurs à part entière qu'on doit prendre en compte lorsqu'on analyse les acteurs de la décentralisation. Donc, je pense que tout au long de cette émission, nous explorerons ces pans pour que les populations sachent en réalité que la décentralisation n'est pas une exclusivité gouvernementale. Alors, Charles Penka, est-ce qu'on peut comprendre le niveau de responsabilité de chaque acteur qui contribue à cette chaîne de la décentralisation? Oui, déjà, il faudrait comprendre que la décentralisation est je peux dire, l'une des résolutions de la tripartite de 1991 est encadrée par la loi, par la révision de la Constitution de 1996. Tout à fait. Alors, dans cette loi, il a été tout a été précisé. Et renforcé en 2004. Et renforcé en 2004, merci. Alors, qui disait cette loi? Qu'il était question donc de clarifier leur positionnement et de renforcer les capacités des gestionnaires et organisations, donc, et aussi former donc, ce qu'on appelle donc, les conseillers régionaux, parce que c'est un détail qu'il a un peu oublié, donc les conseillers régionaux, qui sont aussi des acteurs de la décentralisation. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Mais le problème qui s'est posé, c'est que les pouvoirs publics ou bien le gouvernement central a mis trop de temps pour l'implémentation ou bien pour passer la main aux acteurs de la décentralisation. Exactement. Donc, ce qui fait que, pourquoi pas, bon, on peut le dire par pur égoïsme, parce qu'il n'y a pas de volonté politique à ce niveau-là. Et ce qui fait problème, c'est que pendant ce temps, les institutions de formation n'ont pas pris le pas pour former ceux qui devraient implémenter cela. Cette décentralisation. Exactement. Voilà pourquoi nous avons quelques limites. Exactement. Donc, or, les postes de conseillers municipaux et même de conseillers régionaux sont des postes politiques. Par conséquent, parfois, ils ne maîtrisent même pas qu'est-ce qu'on a mis dans la décentralisation. Parce que le plus important, ce n'est pas la décentralisation, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Parce que si vous voyez bien, la décentralisation que nous avons au Cameroun est un reflet de celle que la France a mise sur pied à partir de 1982. Et là, a entraîné aussi dans les États francophones à suivre le même chemin. Tout à fait. Mais tout au moins, ce qui a fait une particularité avec celle du Cameroun, c'est que nous avons transformé nos provinces d'avant en régions, dans les tests. Mais dans la pratique, nous sommes moins de 5% d'application, moins de 5% de transfert de compétences. Parce que si nous avions, avec la loi de 2020, qui clarifiait donc le rôle de tout le contenu de la décentralisation, si on avait respecté cela... Vous parlez du code de la décentralisation. Exactement. Si le code avait été respecté logiquement et compris par les acteurs, là, ça aurait été autre chose sur le terrain. C'est-à-dire, tous ceux qui tournent autour de la décentralisation devaient plus maîtriser. Mais malheureusement, c'était un très gros livre qu'on leur a remis avec très peu de temps. Ils n'avaient pas eu le temps de dire parce que c'était un très gros. Ça les a découragés. Aujourd'hui, c'est le secteur privé qui nous fait un gros défi. Parce que beaucoup de secteurs privés aujourd'hui ont mis sur pied des filières liées à la décentralisation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les universités privées, on trouve des filières liées à la décentralisation. Mais est-ce que ce sont ces étudiants-là qui viendront l'appliquer? Quelque part, c'est là où il y a problème. Mais retenons quand même que dans la plupart de nos mairies, il y a toujours des technocrates qui maîtrisent donc cette affaire de décentralisation. Mais c'est le problème de la praticabilité qui fait problème. Qui fait problème. Alors, Moïse Djongo, alors, je voudrais m'interroger sur le niveau de responsabilité de chaque acteur. Par exemple, est-ce que la responsabilité du conseiller municipal est la même que celle du maire? Est-ce que c'est la même que les populations qui sont d'ailleurs des acteurs aussi de cette décentralisation? Est-ce que c'est la même responsabilité que porte la tutelle, le préfet? Est-ce que c'est la même responsabilité que porte le ministre le Mindebel? En fait, je voudrais dire le ministre de la décentralisation.
Est-ce qu'il y a, à ce niveau-là, on peut quand même voir qu'il y a des différences au niveau des responsabilités? Oui, normalement, chacun à son niveau a sa responsabilité. Mais les responsabilités tournent. Une responsabilité est une responsabilité. Permettez-moi d'abord d'ajouter sur la communauté, un autre corps de la communauté. Parce que dans l'approche par les compétences, on dit que les cours doivent refléter les situations, problèmes, l'environnement de l'enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la formation dont nous parlons aujourd'hui devrait se retrouver quelque part dans un programme de la 6e en terminale. Nous sommes encore arrivés dans la formation, nous sommes encore en train de voir... C'est pour dire que le ministère de l'Éducation nationale fait partie aussi de l'autre côté, de cette chaîne de la décentralisation qu'il faudra tenir compte. En ce sens qu'il faut peut-être orienter des programmes bien précis pour cette décentralisation. Sinon, le problème qui a chacun sa responsabilité, nous avons dit qu'ici, notre loi de la décentralisation, c'est la tripartite. On fait une loi en 1996. Bon, c'est peut-être ces derniers temps qu'on se bat, qu'on a nommé un ministre pour effectivement implémenter. Un ministère. Pendant ce temps, le Rwanda est venu ici prêter notre loi, là où déjà implémenté. Selon ce qu'on nous dit, ils sont déjà à près de 30% de transfert de compétences sur le terrain. Au Cameroun, même, c'est là. On tourne autour de 9%. Vous comprenez que, comme l'expert dit, nous n'avons pas encore une volonté politique. Et comme il n'y a pas eu cette volonté politique, le politique vient alors prendre les espaces. C'est-à-dire que le conseil municipal, comme il a dit, c'est beaucoup plus de politique que les technocrates ou bien les représentants des collectivités, puisque chaque quartier devait avoir son représentant au conseil municipal parce qu'ils doivent donner les avis. Donc, la situation, le problème, c'est que l'État du Cameroun, par son démembrement, est vraiment un frein aujourd'hui. On va regarder. Nous sommes encore en train de comprendre un peu ces niveaux de responsabilité de chaque acteur de la décentralisation, puisque nous parlons d'information. Je vais vous suggérer de suivre ce reportage que nous avons pris au hasard. Il nous vient d'ailleurs du Bénin. Et là-bas, c'est la formation des acteurs de la décentralisation. Cette formation a été organisée en 2020. Je vous précise bien, en 2020, même si nous sommes en 2022, ça demeure d'actualité parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir. Je vous suggère de suivre ça avec beaucoup d'attention. Nous revenons. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a organisé, ce lundi 28 septembre 2020 à Cotonou, un atelier de cadrage sur l'élaboration de la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. Une rencontre qui connaît la participation des acteurs qui interviennent dans la formation des agents des collectivités territoriales. Vous savez, il y a beaucoup de centres, beaucoup d'institutions qui forment les agents de la décentralisation sans aucune coordination. Chacun va de son côté et ça n'impacte pas comme on le souhaite les agents de la décentralisation comme cela se doit. Et c'est pour cela qu'avec l'appui de l'Union européenne, à travers son programme qu'on appelle PADT, nous avons jugé nécessaire d'organiser cet atelier pour élaborer une stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. Le principal objectif visé est d'avoir des cadres bien formés, a précisé le directeur de cabinet du ministère de la décentralisation, Noël Gangpé. Cet atelier de formation fait partie des activités prévues par le Centre de formation de l'administration locale, CEFAL, dans le cadre de son plan stratégique 2017-2031. C'est l'atelier de cadrage. Ça nous permet d'expliquer à tous les autres acteurs qui interviennent dans le processus de formation des acteurs de la décentralisation, de leur expliquer ce que c'est que la stratégie nationale, d'expliquer avec eux, de leur dire les étapes que nous entendons franchir dans le cadre de cette élaboration et de leur parler de la méthodologie.
Donc ça permettra à chacun de nous d'être au même niveau d'information et à tous les autres acteurs d'apporter leur contribution avant que nous n'allions dans le vif du sujet. Parce qu'après ça, il y aura le diagnostic, il y aura l'état des lieux de ce qui est fait en matière de formation au niveau de la décentralisation dans notre pays. Et donc, il est normal que nous les rassemblions, que nous échangions avec eux pour recueillir leur avis avant de conduire le reste du processus. Outre les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, prennent part à cet atelier les représentants de la société civile, des centres de formation et les universitaires. Alors, Charles, quel type de formation donnez-vous aux acteurs de la décentralisation? Commençons par les acteurs, les élus locaux. La première chose, c'est de comprendre c'est quoi la décentralisation. Quels sont les différents types de décentralisation? Parce que l'un des problèmes, c'est que les gens ne maîtrisent même pas, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on met dans la décentralisation. Or, il est important que les élus locaux puissent maîtriser c'est quoi la décentralisation, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur, qu'est-ce que le pouvoir central attend de ce démembrement de l'État. Or, la première chose à faire, c'est les amener à comprendre sur tous les différents aspects, sur l'aspect politique, sur l'aspect social et sur l'aspect financier. Or, mais ce n'est pas toujours facile sur le terrain parce que les élus locaux refusent même de se faire former. Parce que pour eux, ils pensent que c'est l'affaire des autres. Ils pensent, parce que pour eux, ce qui est plus important, c'est la position qu'ils occupent sur le plan politique. Et le reste ne les intéresse pas. Parce qu'ils ne sont pas venus travailler. Ils ne veulent même pas travailler. Quand vous arrivez, ils vous envoient plutôt leurs collaborateurs. Ils vous disent, montrez-leur, ils vont nous expliquer. Ils vont nous Ce qui fait que c'est l'un des points sur lesquels nous butons la plupart du temps sur le terrain. Je me souviens, mon ami et confrère qui dit bonjour, Elimé Lobé me disait qu'il ne comprend pas que nous venons donner une compétence aux gens, mais ces gens n'arrivent même pas à accepter qu'on leur donne cette compétence. Et c'est vrai. Voilà donc le point sur lequel nous souffrons en tant que formateurs. Je sors de l'Ouest, où il était question que je puisse regrouper dans les élus pour pouvoir leur dire quels sont leurs niveaux de responsabilité, qu'est-ce qu'on attend d'eux par le gouvernement central, quelle est leur position même sur le plan de l'organisation et l'organigramme même de la région. Parce que vous vous rendez compte que quand on fait tout un organigramme, le président de la région ou bien du conseil régional, parfois, au lieu qu'il vienne avant le super maire, il vient après, ce qui est une erreur. Il vient après le super maire. Oui. Or, il devrait venir avant. Est-ce que je comprends un peu? Et de plus, ils oublient que dans les tests et dans le code d'administration, même les établissements, même les hôpitaux, même le recrutement à tous les différents secteurs d'activité ou bien dans les autres services, revient au conseil régional. Ce sont eux qui devraient maintenant dire voici nos besoins de la région, voici ce qu'on en a besoin. On a besoin peut-être de 500 enseignants au primaire, peut-être 100 au secondaire, ainsi de suite. Et maintenant, même la charge même de leur salaire revient au conseil régional, revient à la région. Ça, c'est dans le test de la stratégie. Par contre, on voit des mairies, les mairies prennent certaines de ces choses en charge. C'est un dysfonctionnement. Mais il y a un problème, tout cela ne revient pas à la mairie. La mairie a sa responsabilité. Tout à fait. Le conseil régional en a une autre. Et le conseil régional est au-dessus des mairies. Parce que c'est elle qui est comme la présidence de la région. Ça dit donc que le président du conseil régional est le président de la région. Donc, c'est-à-dire il est la plus haute autorité de la région avant que ne vienne le représentant de l'État, qui n'est que là comme un instructeur, un veilleur, qui vérifie donc que tout se fait dans l'intérêt de l'État. Ça veut dire, mais qu'est-ce qui se passe fondamentalement? C'est, la mauvaise compréhension de la décentralisation, deux, la méconnaissance donc des textes et du code, parce qu'ils refusent de lire. Et de plus, les documents liés à la décentralisation sont très rares à trouver. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a 2 livres seulement qui ont été pondus. Sur la décentralisation. Exactement. Mais il y a le livre de Cameroun, la décentralisation en marche, comme Barthélemy Tuente. Exactement. Exactement, je crois qu'il y a... Il y a un second livre aussi. Effectivement, il y a un second livre également de ce genre. Voilà. Bon, mais est-ce que pour parler de la décentralisation, on devait seulement avoir 2 livres? C'est vrai que le docteur Isaac Essamé a également écrit plusieurs livres sur la décentralisation. Isaac Essamé, instructeur d'ailleurs, qui est instructeur des collectivités territoriales décentralisées. Il a écrit un livre, il a écrit plusieurs ouvrages là, en coaction même avec certains de ses camarades avec lesquels ils sont sortis là-bas, de cette école de Boya. C'est-à-dire qui forment les acteurs de la décentralisation. Bon, il y a peut-être des petits bouquins de ce genre-là. Exactement, et même des lois.
et même des lois. Si vous allez sur le net, vous tapez, vous allez trouver donc qu'il y a trop d'informations sur la décentralisation, mais il faut maintenant arriver à les regrouper. Qu'est-ce que nous faisons à notre niveau en tant qu'enseignants? Nous les regroupons, nous donnons un sens pour une meilleure compréhension et pour une meilleure pratique. Voilà. Donc pour qu'on puisse bien le mettre en pratique. Parce que l'un des problèmes, ce n'est pas connaître, mais c'est savoir mettre en pratique ce qu'on connaît. Tout à fait. Docteur Abel Sango, Oui. quel type de formation donnez-vous? Vous êtes également un formateur. Je rappelle que en vos moments perdus, vous êtes un enseignant aussi. Vous êtes d'ailleurs un expert en décentralisation. Vous êtes promoteur d'un cabinet conseil sur le développement local. Alors, quel type de formation donnez-vous à ces acteurs? Déjà, il faut commencer par dire ce que c'est que la formation. Parce que lorsqu'on parle de formation, peut-être beaucoup de personnes ne savent même pas de quoi est-ce qu'il est question. Du point de vue définitionnel et simpliste, disons que la formation est un processus qui permet à toute personne d'acquérir des savoir-faire, des savoir-être, savoir-vivre nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Pris dans ce sens-là, la formation n'est pas seulement réductionniste à une personne qui ne détient pas du savoir, du point de vue de la recherche, parce que c'est aussi là le chercheur qui est en train de parler, pour dire que la formation est une activité pérenne. Même celui qui est déjà détenteur d'une certaine formation doit la renouveler quotidiennement. D'ailleurs, la fameuse affirmation, celui qui cesse de chercher doit cesser d'enseigner. Donc, ce principe-là vaut également, non seulement du côté des formateurs, mais également du côté des formés. C'est la précision que je voulais faire. Maintenant, vous posez la question de savoir quel type de formation vous donnez à ces acteurs. À ces acteurs. Dans notre cabinet, par exemple, nous proposons des modules de formation. Ces modules de formation sont, n'est-ce pas, un pluriel. Nous proposons, par exemple, le module de la planification. Dans la planification, c'est un grand ensemble où nous mettons à l'intérieur des types de planification. La planification stratégique, d'accord, qui consiste à penser la vision de la mairie dans un cahier. C'est une sorte de philosophie et de feuille de route globale de la mairie qui doit être inscrite, comme je dis souvent, à court, moyen et long terme. Donc ça veut dire que quoi? C'est un programme que la mairie, en tant qu'institution, devrait travailler pour sa réalisation. Malheureusement, cela n'est pas souvent implémenté parce que chaque acteur arrive avec ses intérêts, arrive avec une vision, parfois qui, voilà, ses attentes qui ne cadrent pas avec cette planification qui devrait se faire une seule fois. À côté donc de la planification stratégique, nous avons également la planification opérationnelle qui consiste à implémenter ce que vous avez pensé comme vision dans le cahier stratégiquement sur le terrain. Donc c'est un module. Après la théorie, on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on implémente la théorie? Donc c'est un module que nous proposons. Nous proposons également le module de l'aménagement du territoire. Parce que lorsqu'on parle de développement local, c'est tracer le territoire, aménager le territoire, exploiter le territoire, transformer le territoire. Pouvoir l'exploiter de façon... L'une des failles de la décentralisation aujourd'hui, c'est que les mairies n'arrivent pas à utiliser le territoire à bon escient, n'arrivent pas à implémenter des politiques qui consistent à utiliser le territoire comme un facteur de développement. Le moins est parfois haïssable. Il y en a même qui ne connaissent même pas tous les territoires. Effectivement, est parfois haïssable, mais lorsque vous prenez par exemple une mairie comme la mienne de Ndjikinimé, qui par exemple, c'est une mairie coloniale qui a l'âge de la ville de Douala. Mais les maires se succèdent, n'est-ce pas, dans cette mairie, que le territoire ne change pas. Or, ce qui fait développer une localité, c'est la capacité à transformer son territoire, à l'effet de le mettre en exergue pour qu'il puisse produire des effets. Également, autre module, nous proposons le module de la gouvernance. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'on implémente la décentralisation si la gouvernance locale n'est pas maîtrisée. Donc, les méthodes de management, comment est-ce qu'on manage des hommes? Quel style de management devrait-on implémenter à tel moment, à tel autre moment? Nous proposons également ça dans notre cabinet, sans toutefois oublier
le module sur la digitalisation. Nous sommes dans un contexte où on doit automatiquement faire avec l'outil informatique. Donc, quotidiennement, nous proposons ce pan de modules à nos clients qui font l'effort de nous faire confiance. Nous avons également le module de comment est-ce qu'on appelle ça? De la coopération décentralisée. OK? Puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la coopération décentralisée. Certaines mairies ne savent même pas comment faire pour lever des fonds. Elles se plaignent du fait que l'État n'arrive pas à leur donner les 15% définis prévus dans le budget, tout à fait. le cours de la décentralisation. À travers la coopération décentralisée, les mairies peuvent se faire des fonds. Alors, faudrait-il qu'elles soient aussi formées sur ce pan de ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Alors, donc, je pense que nous offrons modestement des modules au sein de notre cabinet que si les mairies, comme il a dit tout à l'heure, qui sont de plus en plus réfractaires au pan de formation, nous faisaient confiance, je pense que modestement, on serait mieux avancé. Vous avez autre chose à sur le ajouter terrain avant de passer chez Boris? Je voulais tout simplement dire que les modules qu'ils proposent sont essentiels. C'est même ça qui fait l'ensemble du travail que nous faisons sur le terrain. Parce que nous y allons avec des facilitateurs qui sont des experts dans la décentralisation aussi, avec aussi donc, des experts donc, dans la gouvernance locale, qui, pour permettre aussi à ceux qui sont en face de nous de mieux comprendre ce pourquoi nous sommes là. L'un des problèmes, c'est que pour eux, ils se disent que les gars sont venus valider leur perdième, laissez-les qu'ils valident et qu'ils s'en aillent. Et comme ils ont tellement dépensé de l'argent pendant la campagne électorale, il faut rapidement récupérer ça durant 2-3 ans. Alors, Maurice Djongo, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi la formation semble être réfractaire chez ces gens-là? Avec la PC, on comprend très bien. Déjà, quand vous dites formation, c'est ce qui s'est passé au GICAM, quand on a créé l'université du GICAM, avec des hommes d'affaires où 60% n'ont pas le CPE, 40% le BPS, non pas le BPC. Quand vous appelez l'école l'université du GICAM, celui qui a le CPE ne viendra jamais. Il ne viendra jamais. Ça, c'est vrai. Voilà. Dans l'expression université, déjà. Rien déjà, comment vous écrivez? Il ne viendrait jamais. Deuxième des choses, quand vous dites formation, c'est dépassé. On parle de renforcement des capacités. C'est ça qui est question. Renforcement des capacités. Où est la différence? Quand je veux vous renforcer la capacité, c'est vous qui faites le programme, ce n'est pas moi. Mais enfin, finalement, je ne comprends pas. On est où là? On est déjà en train de faire un cours de théologie. Je suis en train de vous demander qu'est-ce qui rend réfractaire la formation au niveau du siège. Pourquoi ils ne veulent pas se former? La première des choses, j'ai dit ceci. Quand vous appelez, quand vous dites formation là, il ne viendra jamais parce qu'il a fini l'école, c'est l'école. Quand vous lui apportez un programme de formation, c'est l'école, il ne peut pas, c'est difficile. Il faut que c'est lui-même qui monte, il faut l'amener lui-même à monter son programme. Voici qu'est-ce qui est fait habituellement. En tant que formateur, quand nous entrons, la première chose que nous faisons des tableaux, on demande quelles sont vos attentes. On fait ce qu'on appelle, quel est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on attend. Et à la fin, on évalue pour vérifier que tout ce qui avait été posé comme attente, à la fin, ont été résolus par le renforcement, voilà, donc par ce qu'on a fait et qu'on appelle donc renforcement des capacités. Allez. Ça, c'est le premier problème qu'on a. C'est-à-dire que faire le programme jusqu'à ILADER. Deuxièmement, au Cameroun, il y a un débat entre l'approche par les compétences et les objectifs. Quand vous le faites, il vient, il s'assoit, comme il a dit, il suit, l'objectif est atteint, il sait ce que c'est que la planification stratégique. Mais il n'appliquera jamais. Et pourquoi il n'appliquera jamais? Parce que effectivement, le système de formation... Non, le problème, c'est qu'il n'accepte même pas déjà venir s'asseoir. C'est ça le problème, parce que s'il venait au moins déjà s'asseoir, la suite allait certainement les intéresser. Mais il faut, comment faire alors pour le faire venir? Maurice Djongo, je vous en prie. Je vous ai dit que le programme-ci n'est pas un programme de discussion.
C'est un Est-ce programme. que- est-ce S'il qu'on vous plaît, discute? je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce qu'on Vraiment, discute? je vous en prie. Vous voyez comment les deux experts sont en train d'aller. C'est-à-dire ils sont assez clairs et logiques dans ce qu'ils veulent faire savoir. Moi, je voudrais comprendre. Parce que vous ne pouvez pas être dans leur esprit en disant que parce que. Est-ce que. Pourquoi vous S'il me vous plaît, refusez j'ai de pas parler? fini. Je vous Chacun en prie. parle, il est expert. Je vous en prie. Je suis expert APC. Je veux parler de l'APC. Monsieur Vous dites que Djongo, je ne parle Monsieur pas Djongo, comment? je vais vous sortir de ce plateau, je vous en prie. C'est quoi, non? Vous êtes sur les antennes là. Non, ça fait quand même pas sérieux. Je vous arrête la parole pour vous le donner. C'est clair. Je voudrais vous donner la pensée là où nous sommes. Oui. J'ai comme l'impression que vous dégamez de temps en temps. Je vous dis là où nous sommes pour vous recycler et vous nous donner la parole. Ok, je vous la coupe. On va prendre le deuxième reportage là. Le deuxième reportage nous parle de la signature d'un protocole d'accord visant donc à former les acteurs locaux. Et nous vient de la Mauritanie. On va suivre et on revient sur ce plateau. Ce protocole d'accord vise à renforcer les élus, les administrateurs locaux, en vue d'améliorer leurs compétences en matière de gestion administrative et promouvoir le service public et répondre aux attentes des citoyens. Il va par ailleurs accompagner les efforts des pouvoirs publics visant à renforcer la qualité du service public et l'ancrage de la décentralisation et de l'administration. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Baba Oulboumeis, a indiqué que ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale adoptée par le département de l'Intérieur et de la décentralisation pour former les acteurs dans le domaine de la décentralisation. Par le biais des méthodes pédagogiques récentes, prenant la parole par la suite, le directeur général de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, l'ENAJM, Mohamed Ould Abdelkader Ould Allada, a souligné que cet accord illustre l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics en application des orientations du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz par rapport au rôle important des ressources humaines dans le développement. Il faut rappeler que cette formation va bénéficier aux acteurs de la décentralisation. Quand le reportage parle du rôle de la ressource humaine dans la décentralisation, forcément, et vous avez vu tout à l'heure, c'est la tutelle qui s'engageait à former les acteurs de la décentralisation dans un protocole d'accord qui a été signé. Alors, vous maintenant qui êtes un homme du terrain, qu'est-ce qui rend réfractaire cette formation? Voilà. Et là, vous me permettez de dire quelque chose, toucher un mot sur ce que je voulais dire tout à l'heure, Ouais. quand vous échangez. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait problème? C'est que la plupart des élus communaux ne sont pas à leur poste. C'est-à-dire, c'est des hommes politiques ou c'est des travailleurs dans d'autres villes. Par exemple, quand vous allez à Bafoussam, ou bien c'est des hommes d'affaires, ils ne sont pas sur place. Donc, quand vous arrivez, ce sont les adjoints que vous trouvez habituellement. Et eux aussi, ils font du cumul. Ils ont d'autres priorités. Ils ont d'autres priorités et ils ont d'autres emplois qu'ils font au quotidien. Mais pour toi, la loi règle quand même ça. Hein. La loi dit qu'il faut être localement assis. Mais c'est ce que dit la loi, mais dans l'application, puisque, comme ce qu'on a vu là dans le reportage, vous voyez que ce qui fait problème, c'est quand c'est le leader, quand c'est le responsable qui amène les autres collaborateurs vers la formation, c'est plus facile et plus accepté. Mais quand vous venez de l'extérieur pour faire une proposition, ça devient plus compliqué parce qu'ils voient en vous plutôt comme un business. C'est ce qui fait problème. Or, si c'est implémenté, si c'est voulu de l'intérieur, Voilà. Ou bien si c'est le leader qui prend, Si par c'est le exemple, leader qui celui prend de en chercher un cabinet Exactement. pour dire, bon, ok, venez me former, mais évidemment, ici, ça va passer plus vite. Là, ça passe parce que c'est pour ça que dans toutes les formations, dans tout ce qui est fait en termes de renforcement des capacités, c'est mieux quand le plaidoyer vient de l'intérieur. Bien sûr. C'est mieux quand la demande vient de l'intérieur. À ce moment, ça passe aisément. Je vous prends à une époque, j'étais dans le marketing social. On s'était rendu compte que quand le besoin était manifesté par la hiérarchie, par la tutelle, c'était plus aisé que tout le monde adhère, tout le monde y va, parce qu'on ressentait que le besoin était interne. Maintenant, parlons non des ressources humaines. La ressource humaine, je peux dire que la plus grande ressource dans une entreprise ou bien dans une structure, c'est l'être humain. Parce que c'est l'être humain qui implémente. Mais pour qu'on puisse implémenter, il faut connaître qu'est-ce qu'on va implémenter. Je prends un simple fait, la gouvernance, bon, quand on parle de la gouvernance locale,
Qu'est-ce qui fait problème? Les gars ne comprennent même pas c'est quoi la gouvernance locale. Et c'est ça l'objet des formations que nous amenons. C'est ça, les modules, comme il a si bien dit, que nous amenons vers ces personnes. Mais il faut que le besoin soit fait de l'intérieur. Que ce soit l'élu local, c'est-à-dire le maire, qui dise nous avons besoin de former nos collaborateurs sur telle compétence. Est-ce que vous pouvez venir le faire? Bien sûr. À ce moment, Et quand on dit nos besoins, quand vous dites nos besoins, ça veut dire que vous pouvez également aller vers ces maires et leur faire ressentir le besoin. En ce moment-là, maintenant, eux, il y a plus l'action, mais très souvent, c'est pas le mais cas. très souvent, ils sont toujours aux abonnés absents. Quand vous allez, je veux vous dire, sur une semaine que vous passez dans une mairie, vous pouvez rencontrer très rarement le maire. Ce sont ces adjoints que vous allez trouver au quotidien qui n'ont pas le pouvoir de décision. Parce qu'il faut le passer au conseil pour que ça puisse être décidé. Or, c'est voilà là où il y a l'entorse. Et tout le temps qu'on perd pour amener à l'acceptation et à l'implémentation. Ça passe, les mandats, c'est quoi? Exactement. Et c'est l'un des véritables problèmes. C'est même là où, si on avait réussi à résoudre ce problème, de sorte que le maire était maire exclusivement comme emploi, on aurait trouvé. Bon, cela aurait été très facile. Et devait aussi aider donc les cabinets, comme celui de mon frère, puissent pouvoir travailler aisément. C'est l'un des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. C'est pour ça que parfois, on est obligé de se déplacer. Un exemple, je suis allé à Ambam. Le maire d'Ambam vit à Douala. L'actuel? L'actuel? Oui. Il vit à Douala. Mais posez-vous la question. S'il y a une décision à prendre là-bas, comment on va faire? Le maire de Bafsam, deuxième, et un homme d'affaires à Douala, il fait dans le pétrole à Douala. S'il y a une... Vous voyez que toutes les fois qu'il faut prendre une décision, il faut attendre le jour où il va venir. Le maire de Douala, cinquième, vous n'allez jamais le trouver à son bureau. Faites là même un mois, il passe difficilement. Sauf seulement s'il y a un événement qui entraîne d'autres personnes. Vous voyez, c'est cet ensemble de choses qui font entorse à l'application et au travail donc, de formation, et surtout donc, de renforcement de capacité. Alors, Abel, oui. Allez-y. Oui, je pense que Charles a touché là, n'est-ce pas, du doigt le véritable problème qui rendait ces acteurs locaux réfractaires au séminaire de formation. C'est que ces acteurs-là n'arrivent pas à comprendre que le métier même ou l'activité même du développement local, de la décentralisation, est un métier à part entière. C'est-à-dire concevoir les activités de la mairie comme étant un métier qui a ses attributions et qui a ses contraintes. Vous voulez dire une entreprise? Effectivement, comme une entreprise. Parce que ce soit le magistrat municipal, que ce soit le conseiller municipal, que ce soit le secrétaire général, que ce soit le comptable, que ce soit le responsable des services administratifs, tous exercent, n'est-ce pas, un métier qui demande l'obligation de résidence, qui demande une certaine permanence. Vous savez que l'une des conditionnalités pour être conseiller municipal, par exemple, c'est l'obligation de résidence, de résider au sein de l'arrondissement. Mais malheureusement, on n'applique pas souvent cette résolution-là. Cette résolution-là avait été mise pour que le maire soit permanemment à la mairie comme étant un entrepreneur, quelqu'un qui est là tous les jours de lundi à vendredi, qui ne pense que des problèmes de la mairie. Mais or, comme il a si bien dit, nos conseillers municipaux aujourd'hui exercent l'activité communale comme étant une activité secondaire. Il y a une activité principale qui est au-dessus, qui les préoccupe. Ce sont des hommes d'affaires, ce sont des enseignants, ce sont ceci ou cela. Ils exercent le métier communal comme étant un métier secondaire qui doit leur permettre peut-être d'arrondir les fins de mois ou alors d'avoir des honneurs politiques au sein de leur localité. Même si on reste sur le plan politique, où on dit que ces postes-là sont politiques, la politique est davantage une science, mais aussi et surtout un métier. La politique, c'est un métier. Un politicien, c'est celui qui exerce la politique comme étant une activité rémunératrice, c'est-à-dire comme étant un métier. Ce n'est pas quelqu'un, oui, il s'y met. Nous voyons comment les politiciens excellent en France. En France, quand quelqu'un dit qu'il est politicien, il passe toute sa vie à faire de la politique. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont politiciens qu'ils ne voudraient pas venir à la formation.
La politique, c'est une science, c'est un métier. Et qui dit métier, dit, n'est-ce pas, ici, gestion des Encore que affaires même en de la politique, on se forme tous on les se jours. forme tous les jours. Très Donc bien. moi, je pense qu'il existe un certain nombre de problèmes qui passent également par le non-respect de nos textes. Parfois, nos textes sont très bien ficelés, mais on n'arrive pas souvent à les respecter sur le terrain. Si on respectait la résolution de l'obligation de résidence, je vous assure, beaucoup de problèmes devaient se résoudre. à ce niveau. Parce que le temps d'attendre que le maire arrive, ça met du temps. Parfois, ça décourage même ceux qui viennent solliciter ces choses-là. Et puis, finalement, on ne retrouve plus rien. Ça pose un problème réel. Alors, Boris Diogo, on est là maintenant dans une affaire où nous avons une mairie, nous avons des maires, nous avons des conseillers, nous avons un personnel qui est là. Mais on a comme l'impression qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire. Avez-vous l'impression là aussi? Oui, mais la formation est simple. La première module de formation, on appelle ça le briefing. Si vous commencez par le briefing, c'est-à-dire quand vous allez, les gens veulent faire le conseil au conseil municipal. Dis-leur comment on prend la parole. On prend la parole comme ceci. Comment inscrire les questions écrites, les questions orales. Si quelqu'un veut aller s'asseoir, si tu lui fais une formation sur ça, et c'est le briefing, ce n'est pas, c'est 10 minutes. Là, c'est plus facile pour eux. C'est plus facile. C'est la compétence. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est en situation, il lui faut telle compétence pour faire telle chose. Le jour qu'il est en situation, dis-lui que bon, comme tu fais telle chose, on fait comme ça, tu fais comme ça. Tu fais la liste, tu lui briefes. Au lieu de venir avec les gros livres. Au lieu de venir avec le gros livre, il ne regardera pas. Ne lui parle pas du droit parce qu'on enseigne le droit à l'université. Et il sait que quand il sait que c'est à l'université qu'on enseigne le droit, ne lui parle pas du droit. Intègre le droit sur les petites choses qu'il doit faire. Qu'il fait au quotidien. Fait au quotidien. Et quand tu vas aller plus loin, tu dis, vous allez noter, pour aller loin, vous citez maintenant la loi. Celui qui a un niveau plus élevé ira jusqu'à faire. Il va jusqu'à fouiller. Voilà. Lorsque vous voulez faire une planification stratégique, commencez d'abord par parce que quand vous lui faites un cours de planification stratégique, c'est la théorie. La théorie là n'est pas le bienvenu. Il faut les appeler, vous prenez un cas. Vous voulez faire votre planification stratégique, vous lui donnez les éléments qu'il faut faire la planification stratégique. Il collecte les données, Quand vous arrivez en salle comme ceci, on dit, faites telle chose. Chacun fait sa part. Faites ceci. À la fin, quand il part avec sa programmation stratégique. Donc pour vous, c'est peut-être l'approche qui est un problème. C'est l'approche. C'est-à-dire que la manière qu'on approche ces gens avec les documents qu'on et le temps qu'on prend dans les séminaires, c'est un peu long. Voilà, c'est ce que je lui disais. C'est-à-dire que nous, on n'enseigne pas les objectifs. Parce que quand tu prends le cours théorique, quand tu dis planification stratégique, à la fin, tu arrives sur les objectifs. On enseigne sur les résultats attendus. Comme il a dit, c'est lui qui te dit, je veux telle chose. Même quand tu veux lui susciter l'idée, il faut l'amener à ce qu'il sache, ce qu'il gagne en faisant son plan stratégique. Et vous l'amenez à collecter les données, puisque dans l'approche par compétence, c'est qu'on a fait la classe inversée. Tu ne fais pas le cours. C'est lui qui fait il apprend à la maison et il vient te poser les questions. Ça lui permet de comprendre mieux et de savoir exactement parce que sinon, à son âge, vous allez rester et quand il va commencer à aller, prochainement, il ne va plus venir. Deuxièmement, vous ne pouvez pas lui faire un cours plus de 30 minutes. 30 minutes. Puisqu'en classe, et déjà à l'école, à 1 heure, dans l'APC, on demande, quand vous faites 1 heure avec l'enfant, introduisez le cours, faites tout le cours, il faut conclure. Jusqu'à même poser les questions. Donc, 1 heure avec les adultes aussi, c'est beaucoup. Avec les adultes, c'est beaucoup. Mais vous avez des séminaires de 5 heures, 6 heures, 7 heures. Vous faites comment avec ces séminaires de 5 heures, 6 heures, 7 heures? Alors qu'on pas les objectifs, ça. Bon, en tant que praticien, oui, je vais dire une chose, c'est que nous avons la compétence, nous avons la méthodologie.
La méthodologie voudrait dire quoi? Je ne beaucoup pas. Sauf que lui, il estime que le timing est un peu long pour que ces personnes qui boivent bien le vin, le whisky là, puissent comprendre tout ça. Non, c'est des cours interactifs. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? On le fait, c'est tellement dynamique que celui qui est là ne voit pas le temps passer. Et nous n'avons jamais fait plus d'un temps sans prendre une pause. Et qu'est-ce qu'on fait? Avant de venir, on vous a remis tous les cours. Tous ceux qui viennent faire la formation, on a reçu tous leurs cours avant. Des cours briefés. Et c'est des cours, et c'est essentiellement pratique, avec une théorie à moins de 20% de théorie. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe en salle? En salle, maintenant, on essaie donc de faire des simulations en tout cas, de ce qui peut se faire dans la réalité. Tout à fait. Et à la fin, on évalue, parce qu'avant de venir faire le cours, on a fait un brainstorming, dans lequel on a posé un problème, et on a reçu une constellation des idées. Maintenant, c'est nous qui retirons de tout ce qui a été dit, ce qui doit servir pour la formation, parce que partant de là, on détecte le besoin. Donc, ce qui fait et on les passe encore un autre test qui permet que chacun dise ses attentes. Maintenant, quand on fait la formation, on a deux situations. La situation, c'est une situation globale et on a maintenant une situation individuelle. Et qu'est-ce qu'on le fait? Habituellement, on passe par des épreuves réelles, des situations de vie réelle. Je prends le dernier cas que je venais de faire tout dernièrement à l'Ouest. C'était, par exemple, vous avez une situation dans un village où le pont est coupé. En tant que maire, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Le pont est coupé, la route est totalement bloquée. On a reçu plusieurs façons de réagir. D'autres ont dit, on cherche donc le fond d'abord. Un autre a dit non, j'investis et à la fin, je me fais rembourser. Vous voyez, il y a eu tellement d'approches et à la fin, on est arrivé à une très bonne résolution qui était un peu semblable à ce qu'on appelait à l'époque en philosophie la magnétique socratique, mieux encore l'ignorance réfléchie. C'est-à-dire, on part au départ avec quelqu'un qui ne connaît rien, mais par ses propres efforts, on a trouvé ensemble des solutions. Autant. Oui, et lui-même, il est étonné de voir que les solutions qu'on a trouvées viennent de lui. Tout à fait. Là, à ce moment-là, il le sait, il le connaît, il ne peut plus jamais l'oublier. Le homme connaît toi-même. Très bien. Alors, j'ajoute quelque chose. Oui. Comme il dit là, effectivement, la méthode mieux, c'est la magnétique, comme vous dites. Vous voyez, non? Alors, c'est différent que ce qu'on appelle l'incubateur. Quand vous avez fait ce cours-là, s'il n'a pas appliqué, une semaine, il termine. J'ai eu un problème, je vous ai dit que je faisais l'APC de la littérature. J'ai eu tellement de problèmes avec le professeur de français. Alors, cette différence, c'est que quand j'ai mis le cours théorique en ligne, oh, ils ont critiqué. Bon, j'ai dit, bon, vous savez, je vais incuber. J'ai fait un autre bloc où on incube. C'est maintenant pas le bloc que les gens vous disent que faites attention. Le cours que le professeur vous dit là est très intéressant. Puisque les gens ont vu dans la réalité, au quotidien, le changement de ce qu'on utilise. En matière de formation maintenant avec les adultes, si vous ne pouvez pas que le mois qui suit, s'il ne peut pas appliquer, vous avez perdu. Et comme vous avez perdu, il ne peut pas vendre le produit à l'autre. C'est lorsqu'il va vraiment implémenter qu'il va dire à l'autre, ah, le produit là est très bon. Et les autres vont s'engager. Très bien. Maintenant, je vous suggère de faire un autre arrêt. On va faire un troisième arrêt, notamment. Il s'agit là de la formation des élus locaux du Sénégal. Nous allons suivre ça avec beaucoup d'attention et nous revenons sur ce plateau. La méthode classique de renforcement des capacités a fini de montrer ses limites en termes d'enrôlement et de durabilité, d'où la pertinence de prendre en compte les technologies de l'information et de communication dans les nouveaux paradigmes de transmission de savoir et de connaissances à travers un dispositif approprié à la satisfaction des élus locaux. C'est une satisfaction d'emblée que l'ensemble des élus ont eue de cette initiative pour la mise en place de cette plateforme. Je pense que ça va beaucoup profiter aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le premier exposé qui nous a été fait, en tout cas, permettra à l'ensemble de nos collectivités locales d'être à jour. Une manière pour l'Université virtuelle du Sénégal d'élargir sa gamme de cibles avec comme finalité une réponse mieux adaptée à la communauté.
L'UVS est une université qui utilise les TIC pour former ses apprenants. Et il s'agit ici d'élargir notre communauté d'apprenants. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des apprenants en formation initiale, d'avoir des apprenants qui sont les acteurs territoriaux. Et cela rentre aussi dans le cadre de notre mission de service à la communauté. Le ministère en charge des collectivités territoriales saisit cette nouvelle donne pour refonder sa stratégie de formation avec la prise en compte d'un nouvel axe lié à l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans la formation des élus et des acteurs territoriaux, ce qui permet d'aller vite et bien. Le ministère est dans une dynamique quand même de formulation d'une nouvelle stratégie de formation. Donc nous allons évaluer la stratégie de formation 2016-2020 avec son plan de formation, qu'il est extrêmement important de prévoir des actions de formation liées aux plateformes de formation à distance pour toucher le maximum de cibles, c'est-à-dire les maires et les agents des collectivités territoriales. La conception de la ressource formative a été rendue possible grâce à une intervention de l'Université virtuelle du Sénégal en collaboration avec l'ONG ENDA Ecopop, la cellule d'appui aux élus locaux, le PNDL, USAID Gold et le service de la formation du ministère en charge des collectivités territoriales regroupés en une plateforme de la formation à distance des élus et acteurs territoriaux. Alors, avec la permission de la réalisation, nous allons ouvrir le standard maintenant. Ça sera au 6 57 44 91 57 pour ceux qui veulent réagir depuis le Cameroun. Au-delà des frontières camerounaises, vous êtes commencé par le plus 237 et puis vous allez au 6 57 44 91 oui. 57. Petit numéro déjà sur votre petit écran. Vous pouvez déjà réagir. Amel Sango, oui. Docteur Amel Sango, parlons un peu des conséquences maintenant de la non-formation de ces acteurs de la décentralisation. Et quelles sont les conséquences qui peuvent arriver dans ce cas? Je pense que la conséquence la plus visible, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le développement local. C'est que le développement local est plombé, c'est que la décentralisation est plombée, c'est que les populations croupissent dans la pauvreté, dans la misère. C'est ça la première conséquence et qui est même la conséquence la plus objective. Pourtant, il y a ces équipes techniques qui sont quand même dans les mairies. Vous avez un service d'hygiène, vous avez ceci. Et généralement, c'est des fonctionnaires qui... Quelques-uns viennent quand même de ces administrations-là. Vous avez dans une localité, vous avez un délégué d'agriculture, vous avez ces services déconcentrés des ministères qui sont dans cette localité. Pourquoi est-ce que le maire devrait en souffrir alors qu'il y a toute cette expertise autour de lui? Alors, ces expertises-là devraient servir à la décentralisation si toutes ces personnes-là travaillaient, n'est-ce pas, sur une même vision, sur une vision globale. Parce qu'il faudrait que le maire, qui est le magistrat, qui est le chef de la commune, impulse une vision, n'est-ce pas, à laquelle toutes les autres personnes devraient travailler. Il doit se rassurer que ses collaborateurs, ses services techniques, travaillent pour la réalisation de cet objectif-là. C'est ce que nous appelons la GAR, la gestion axée sur les résultats, qui demande un mécanisme de suivi-évaluation permanent. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ces services techniques-là n'arrivent pas à donner du résultat parce que le maire lui-même ou alors la mairie en tant qu'institution morale n'est pas dotée d'une vision globale qu'elle doit travailler pour réaliser. Donc, les conséquences sur le terrain ne peuvent être que multiples. C'est la misère des populations. Les populations seront tout simplement abandonnées à elles-mêmes alors qu'elles ont toutes les opportunités au niveau de leur territoire pour se développer. Donc, je pense que lorsque nous faisons les émissions pareilles chaque mercredi ici, c'est pour interpeller les acteurs de la décentralisation sur l'enjeu même de la décentralisation, pour leur dire que la décentralisation n'est pas un jeu. La décentralisation, c'est quelque chose
qui devrait préoccuper tout le monde parce que les fruits de la décentralisation bénéficient non seulement aux acteurs politiques qui restent encore un tout petit peu même réfractaires à cette décentralisation qu'aux populations même elles-mêmes. Donc tout le monde en réalité devrait travailler quotidiennement pour que cet instrument de développement puisse être effectif sur le terrain. C'est le moment de transcender les calculs politiciens, les calculs personnels, les calculs égoïstes qui caractérisent parfois nos personnalités pour les mettre au service de l'intérêt général et en l'occurrence de l'intérêt des localités. Très bien. Alors, Moïse Djongo, si c'était le politique finalement qui était problématique, est-ce que cet esprit d'égoïsme-là n'est pas forcément de quelque chose dans cette histoire de formation? Parce que le maire, quand même, leader qu'il est, ça ne lui coûte rien de dire, OK, je forme mon personnel, je forme mes conseillers, je cherche un cabinet, là, je dis OK, viens me former ce personnel. Mais très souvent, on ne les voit pas. Sous cet angle-là, on les voit juste en train de faire des recouvrements dehors. Je pense, comme nous avons dit au début, il a dit, depuis 1996, les fonctionnaires ont maintenu le fait qu'il n'y a pas le personnel dans la mairie, il n'y a pas de ressources humaines dans la mairie, pour justifier le pourquoi on ne doit pas envoyer les ressources qu'on va envoyer, qui va les gérer. Donc c'est fait à destin. Et si vous êtes un maire, si vous cherchez à faire la formation, c'est le préfet qui va, si le préfet ne sent pas que... Il va vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Que cet argent-là, il ne faut pas gaspiller ça pour la formation. Voilà, il faut passer... tous les fonctionnaires dont vous dites sont sous la responsabilité du préfet. Et c'est le préfet qui les note. Donc, ils peuvent même bien faire ce travail. Mais il faudra que le préfet leur donne l'occasion de le faire. Effectivement, la tutelle. Donc, la tutelle est finalement... Parce que quand on va vous dire les projets en maturation, il y a tout le dispositif pour faire le projet en maturation. Et pourquoi le projet ne peut pas être en maturation? Oh, les mairies ont quel effectif? Ils peuvent faire quoi? Ça permet que c'est à partir de Yaoundé qu'on vous envoie le budget. On vous envoie par dotation. Yaoundé qu'on vous envoie l'entrepreneur qui va faire. C'est à Yaoundé qu'on nomme le maire, c'est lui qui va contrôler. Nous avons eu une situation à l'éducation où on se retrouve un collègue qui est dans un établissement avec près de 1500 enseignants et élèves, puisque quand il y a l'effectif, il y a la charge. Il a affecté dans un lycée pas très bien. À l'époque, moi, j'étais son inspecteur et je l'avais inspecté. Je n'ai pas fait le rapport, j'ai fait l'inspection comptable. Mais à la rentrée, il a affecté. Je demande au chef, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais fait le rapport chez tel collègue. On a fouillé, on a vu qu'il allait pour gérer un budget d'un carton de la décentralisation. On devait construire les bâtiments dans un établissement. Vous voyez, le proviseur vient, l'agent comptable vient, le préfet vient. C'est à partir de Yaoundé qui viennent comme ceci. Donc voilà pourquoi on va justifier pour dire que non, vous n'avez pas de ressources. Et eux, ils choisissent. Les gens, ils gèrent. Donc il y a une volonté politique, une très grande volonté politique. Qui manque. Forcément. Alors, Charles Penka, je voudrais revenir également sur quelles sont les conséquences que peuvent endurer et les populations et les collectivités territoriales. Quand je parle des collectivités territoriales décentralisées, je parle de toute la chaîne. Quelles sont les conséquences qui peuvent être la résultante de leur malformation ou bien de leur non-formation? La première conséquence est tous connue. C'est le sous-développement. C'est-à-dire non atteindre des objectifs. S'ils ont eu des objectifs au départ, l'un des problèmes, c'est que quoi? C'est que la plupart des magistrats n'ont pas ce qu'on appelle donc un objectif politique ou bien un programme politique quand ils vont en campagne. Ils vous promettent des projets qui savent que ça existe déjà, que le financement est certain. Je prends un cas simple. À la mairie d'Ouest-5e, à une époque, une mission italienne avait prévu de faire 8 forages. Le maire de cette époque a dit OK, donnez-moi le dossier, je vais étudier. Et a gardé. Et a attendu dans la dernière semaine de la campagne pour sortir les 8 forages. Pour sortir les 8 forages. Et c'est passé comme celle qui avait offert ce forage à la population.
Vous voulez dire, c'est passé comme cette personne qui avait, au fait, ce fournage. Quand je dis celle, vous comprenez de quoi il est question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous avez des programmes politiques, si vous avez des études politiques, si vous aimez votre population, si vous êtes là parce que vous avez une volonté de développer vraiment votre région ou bien votre commune, vous allez pouvoir vous battre pour vous renforcer, toutes les compétences autour de vous et pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Mais l'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de visibilité dans votre programme politique et c'est des cooptations politiques. Je vous prends un autre exemple. À une époque encore, l'actuel maire de cette commune, son nom n'était pas sur la liste des conseillers à briguer. Mais il est maire. Mais à la dernière seconde, on a acheté son nom au BIC. Et il est maire. Il est maire. Parce que c'était... Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'hommes, les hommes d'affaires sont réfugiés dans les communes pour pouvoir développer leurs activités politiques et commerciales. Et échapper aux impôts. Et échapper aux impôts, échapper aux autres réprimandes. Et pour le parti, ça les arrange parce qu'ils apportent un financement au parti, ils apportent une contribution, et c'est une manne. Tout à fait. Mais qui souffre, c'est la population. Donc c'est pour ça que la seule souffrance, la seule conséquence, c'est le peuple. Or, le peuple lui-même n'est même pas conscient de ce qui lui revient de droit. C'est pour ça qu'il pouvait prendre à l'époque un exemple, que déprimer une poule vivante, laissez-la partir. Après, prenez du maïs, remettez à la poule va revenir picorer, oubliant que tout à l'heure, vous l'avez déprimé vivant. C'est exactement ce que les hommes politiques nous font. Ils font à leur population. C'est-à-dire qu'ils vous posent des actes qu'on n'a jamais vus, mais après, ils viennent à la veille des élections, vous appâtez avec quelques sardines et quelques pommes, et vous les votez encore. Il y a d'ailleurs un maire dans une région, la région de l'Ouest, je ne cite pas seulement la ville, ce maire disait à ses conseillers, en plein conseil municipal, vous savez que ce n'est pas vous qui m'avez mis ici. Ce n'est pas vous qui m'avez mis. Ce n'est pas tout, hein. Les conseillers qui sont rappelés à Elie et maire, à voter le maire, il a dit directement que vous savez que ce n'est pas vous qui m'avez mis ici. Donc, quand vous avez donc un maire de ce genre-là, qu'est-ce qu'il fera encore avec ses conseillers quand il sait que ce ne sont pas ses conseillers qui l'ont mis là, les autres sont venus de quelque part là-bas haut. Dans une région ici au Cameroun, avant que les élections avaient eu lieu, on connaissait qui était le super maire de la ville. Ça se disait dans toutes les bouches. Ahmed Sango, oui. Voilà donc, on va dire des attitudes politiques plombent véritablement la décentralisation. Oui, on ne le dira jamais assez. Le politique est un problème dans le processus de décentralisation aujourd'hui au Cameroun. On vient de toucher là la source même de la légitimité de ces maires-là, qui devraient être le peuple, qui devraient être, n'est-ce pas, ici, les intérêts du peuple. Parce qu'en réalité, du point de vue de la loi constitutionnelle, c'est le peuple qui élise ces conseillers municipaux. Tout à fait. Donc, moi, je pense que si ces conseillers municipaux se conduisent ainsi, c'est parce que davantage, ils sont conscients que la source de leur légitimité ne vient pas directement du peuple. La source de leur légitimité vient du parti politique qui les a investis. C'est pour cela que sur le terrain, c'est le programme du parti politique, je vais même dire, parce que certains partis politiques n'ont même pas de programme, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, en sciences politiques, la discipline du parti politique qui prime sur le management communal. Sur le programme. Conséquence, c'est la misère. Conséquence, c'est le manque d'efficacité. Conséquence, c'est le manque de transformation de nos territoires. Donc, nous pensons qu'il est important que nos acteurs politiques qui ont décidé d'implémenter la décentralisation, parce que personne n'avait mis la corde au cou à cette tenante du pouvoir de diriger le Cameroun vers la décentralisation. S'ils ont dit décentralisation, qu'ils décentralisent réellement, qu'ils lèvent les pans, les obstacles qui annihilent cette décentralisation. Parce que, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, et là j'aime souvent convoquer un célèbre homme politique français qui parlait de la décentralisation dans le cadre de la France en disant que si la France avait eu besoin d'un État fort en 1940 pour se faire, aujourd'hui, c'est une urgence d'implémenter la décentralisation pour ne pas se défaire. Comme pour dire que si nos États africains
au sortir des indépendances, avait eu besoin des États dictatoriaux, des États centraux tellement solides. Aujourd'hui, le contexte voudrait que ces États s'orientent directement vers la décentralisation pour ne pas se défaire. Parce que les mentalités ne sont plus les mêmes. Les mentalités ont évolué et de plus en plus, avec les outils de la communication et de l'information, le peuple est de plus en plus avisé et se montre de plus en plus attiré par la gestion des affaires de la cité. Alors, je parlais de ce peuple, Boni Djogo. Pourquoi le peuple? Le peuple, est-ce qu'on ne peut pas former aussi le peuple? N'a-t-il pas besoin aussi d'être formé, ce peuple? C'est-à-dire les chefs et quelques élites? Non, il faut comprendre que les mairies sont au Cameroun, dans l'environnement. Ils ne sont pas hors du Cameroun, avec tout ce que ça comporte partout, c'est la même chose. Donc, quand un pays à ce niveau-là, la seule chose qu'on demande, c'est changer le système de formation. C'est-à-dire, si on veut que les mairies marchent, il faut commencer à tout ce programme de mairie, tous les documents stratégiques pour la croissance. Ce n'est pas seulement sur les mairies. On devrait commencer à enseigner ça, introduire ça dans les programmes scolaires. Les enfants grandissent en sachant ce que c'est que la mairie, les situations, problèmes. Et quand ils arrivent, ils sont d'abord des maires. Ils sont bien outillés. Il y a dans des pays où on fait aussi des mairies à l'école. Une mairie fait des conseils municipaux par établissement. On les regroupe. Ils votent aussi les maires et on les parle de comment est-ce que les maires font. De telle façon, quand les enfants grandissent, ils savent au moins de ce qu'on va faire. Sinon, si c'est pour tenir compte aux gens de ma génération, là, c'est la même chose que ils sont là fatigués. Vous voulez dire qu'ils sont là fatigués? Ils sont déjà fatigués. Alors, Charles Penka, les populations doivent aussi être formées. Vous ne voyez que les conseillers municipaux, les élus locaux, c'est-à-dire... mais vous oubliez aussi que l'élite locale, qui peut être, je ne sais pas quoi, le grand commerçant du coin, le chef du quartier, tout ça là, c'est des gens qui participent aussi d'une façon ou d'une autre au processus de décentralisation et donc ont aussi besoin d'être formés sur ce qu'ils doivent faire en cas où les choses ne fonctionneraient pas. Pourquoi vous n'avez pas prévu de telles formations? Ou bien parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour vous donner? Pépin, vous posez un problème fondamental. Je vous dis, les anglophones ont mieux compris qu'est-ce qui fait vivre un pays. C'est pour ça que vous allez entendre chez eux de politique of commerce, de politique of ceci, de politique of ça. Tout est politique. Si le politique ne relâche pas, il est impossible de faire quoi que ce soit. Je vous prends un exemple. Quand on parle de la population, vous parlez de qui? Ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dans les quartiers. Pour y arriver, il faut d'abord arriver à ce que vous soyez accepté par le chef de bloc qui vous permet de parler à ces gens. Mais ces gens ont une autre préoccupation dans leur vie, c'est de joindre les deux bouts au quotidien. Quand vous voulez leur parler de la gouvernance locale, vous venez leur parler de la décentralisation, ils vous demandent, ça va me servir à quoi? Il s'agit même de quoi? Parce que nous sommes gérés par ce qu'on appelle la loi du prince, qui dit qu'il faut affamer le peuple pour mieux l'assujettir. Un peuple qui a faim ne lutte que pour manger, et un peuple qui est rassasié lutte pour le pouvoir. Donc c'est pour dire que la politique actuelle fait problème, fait ombrage à tout esprit de formation. Pourquoi? Parce que les populations ont un seul combat sur le quotidien. Le quotidien. Parce que quelqu'un qui a faim ne peut pas bien vous écouter. À l'école, on nous a dit bouche que votre affaire n'a point d'oreille. Ce n'était pas une simple accession, c'était quelque chose de vrai. Donc, ce qui fait que quand nous allons vers les populations, on va avec plutôt une autre approche. Ce n'est plus la même formation. Nous les sensibilisons plutôt à pouvoir être vigilants, à pouvoir être attentifs à ce que leurs élus, ceux à qui ils ont donné leur suffrage, peuvent leur donner et être prêts à les sanctionner dès qu'ils ont mal fait. Mais malheureusement, quand vous tenez un tel discours, on va vous devenez ennemi. C'est-à-dire qu'on va vous cogner au doigt. Peut-être c'est la gendarmerie la plus proche qui va vous prendre parce qu'on va trouver que c'est un discours institutionnel, que c'est un discours qui suscite à vouloir donc soulever le peuple contre les gouvernants. Vous voyez que ça devient plus complexe de former le peuple que de former les conseillers. Parce que les conseillers, c'est un cadre circonscrit, alors que la population, c'est un cadre plus vaste.
À ce moment, qu'est-ce que nous faisons? On préfère inviter les chefs de quartier, les chefs de bloc, et dans les régions du Nord, on prend plutôt les lamines c'est-à-dire donc l'amido, ce sont eux conformes et on sait qu'eux peuvent facilement transmettre cela à la population. Ça sera plus facile. Exactement. Alors, docteur Ramel Sango, je rappelle hein, que nous avons ouvert le standard pour ceux qui nous rejoignent en ce moment précis. Je rappelle que nous avons bel et bien ouvert le standard au 6 57 44 91 57. 6 57 44 91 57. Alors, docteur Ahmed Sango, alors je parlais de ces populations justement parce qu'elles sont les premiers bénéficiaires de cette décentralisation, en tout cas vous et moi, hein, y compris ces maires même. Dans une localité, il est formellement décrit que si le développement y suit, c'est pour le bien-être de tout le monde. Alors, comment comprendre donc que ces populations, comprenant les défaillances de leurs élus locaux, ne puissent pas elles-mêmes aussi se mettre en musique? Là aussi, on peut se dire, il faut former le peuple. C'est indubitable qu'il y a un lien étroit entre décentralisation et citoyenneté. Tout à fait. Parce que pour que la décentralisation réussisse, il faudrait un type de citoyen bien éclairé, conscient de ses droits, conscient de ses devoirs. Tout à fait. Et nous prenons tout ça en considération dans nos activités de formation où nous proposons des formations aux populations, mais qui malheureusement se trouvent parfois confrontés, nous nous trouvons parfois confrontés sur le terrain à cause d'un certain nombre de pesanteurs que Charles a commencé par esquisser ici tout à l'heure. Parce que sur le terrain, ce n'est pas facile. Déjà, on va vous concevoir comme étant des politiciens, d'accord, qui viennent faire la campagne, des politiciens qui viennent éclairer le peuple. Or, l'objectif maximaliste du système, c'est de maintenir ce peuple-là dans la misère pour que ce peuple-là, régulièrement, leur donne, n'est-ce pas, des voix lors des élections de manière aveugle. Je pense qu'il a convoqué une formule magistrale pour expliquer ce problème-là. Plus on affame le peuple, plus on est rassuré de sa docilité et de sa fidélité. Plus le peuple est éclairé, plus il va chercher le pouvoir. Tout homme qui a du pouvoir est tenté dans la vie. Donc, je pense que c'est des vérités éternelles. Donc, sur le terrain, du point de vue opérationnel, nous rencontrons cette difficulté-là. On n'arrive pas à avoir accès directement à la population, au peuple, qui devrait de plus en plus être éclairé des grands enjeux de la décentralisation. Très bien. Alors, Maurice Djongo, peut-être avant d'arriver à vous, hein, permettez-moi de prendre ce dernier élément. On va prendre ce dernier élément. C'est un vox pop d'ailleurs. Les acteurs de la décentralisation s'expriment au Cameroun. Des sortes de propos sont recueillis lors d'une assise des communes. Je vous propose de suivre cela avec beaucoup d'attention. La décentralisation, c'est le pouvoir au niveau local. Les populations ne connaissent personne d'autre que le maire. S'il faut arranger des routes, les populations crient sur le maire. S'il faut de l'électricité, les populations crient sur le maire. S'il faut des écoles, ainsi de suite, on ne connaît que le maire. Donc le maire est l'autorité de proximité auquel il faut beaucoup de moyens pour que ces populations se sachent prises en compte par l'État. Et je pense que c'est ça la magie de la décentralisation. Selon moi, la décentralisation, c'est le gouvernement local, comme on dit. C'est une gouvernance locale, du peuple par le peuple. Pour moi, la décentralisation représente cette technique mise en place par l'État en vue de promouvoir le développement local. Promouvoir le développement local à travers l'amélioration des conditions et le cadre de vie des populations locales. Voilà pour moi ce que représente la décentralisation. La décentralisation permet aux maires d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain, d'autant plus que nous nous occupons du développement de proximité. Les maires connaissent mieux les problèmes dont souffre leur population. Et quand on donne
beaucoup plus de pouvoir au maire. Et je crois qu'en le faisant, on amène les populations à adhérer aux actions qui seront menées. Alors, M. Diogo, vous avez une réaction? Oui, deux réactions. La première réaction, c'est qu'effectivement, vous voyez, quand ils sortent du séminaire, ils vont réciter ce que c'est que la décentralisation. Tout le monde sait ce que c'est que la décentralisation. Mais quand on arrive sur le terrain, on a déjà oublié. On sait, ça va, c'est suffisant. Le dernier maire qui parle bien, c'est mon ex-maire, qui au moins lui savait ce que c'est que la décentralisation. Parce que quand on dit de publier, à chaque fois il publiait ses projets. Ça veut dire que ce programme stratégique, il le faisait. L'ancien maire de Konze. Ancien maire de Konze. Mon voisin, Somba. Et le problème qu'il a eu, c'est avec la hiérarchie du parti. C'est-à-dire qu'il a eu de soutien pour être maire. Et plus vous travaillez pour des projets, plus les intérêts des individus du parti sont touchés. Ce qui fait qu'après, il n'a pas eu le soutien, votre soutien. Et maintenant, vous ne trouverez plus au village les mêmes étiquettes, vous ne trouverez pas la liste des projets comme il le faisait. Pour dire que ce sont pendant ce mandat que nous avons senti un peu ce qu'on appelait la décentralisation. Parce qu'effectivement, il faut être transparent. Et comme le professeur disait, si les gens sont formés et qu'ils savent que, bon, telle chose, on doit faire telle chose, le public doit venir au conseil municipal, le public doit poser le problème, le public doit demander des comptes, que les projets soient publiés officiellement et suivent. En ce temps-là, les intérêts individuels des autres seront menacés. Donc, mais tout ceci se passe au-dessus. Quand on dit le politique, c'est beaucoup plus les fonctionnaires. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le parti qui gère ces choses. C'est le fonctionnaire, les gars de l'ENAM et les établissements connexes. On va vous dire que le parti prime peut-être. Peut-être qu'on finira par demander de fermer l'ENAM comme quelqu'un avait demandé. La seule chose qu'il ne nous a pas dit, où est-ce qu'il affectait le passif de l'ENAM. Donc il faut fermer l'ENAM et recréer l'autre et former les gens pour la décentralisation. On les forme déjà, je crois, à Bouya. On les forme déjà à Bouya. Donc, il y a une école là-bas qui forme des gens sur la décentralisation. Alors, nous avons 5 minutes pour partir d'ici. La formation des acteurs de la décentralisation, donc une nécessité, on va répondre à cette question. Est-ce une nécessité, Charles Penka? Je pense que la formation est plus qu'une nécessité. Et le peuple en a très bien compris. C'est pour ça qu'elle s'est auto-organisée en comité de développement. On voit que dans la plupart de nos villages, il y a les comités de développement qui sont même plus puissants que les communes. Et qui font des actions plus visibles que nos communes aujourd'hui. Dans chaque quartier, dans chaque village, aujourd'hui, il y a le comité de développement qui est une émanation, pas de la politique, mais des populations. Et je pense donc que, parce que le peuple est suffisamment éduqué, le peuple est suffisamment vigilant, et s'est rendu compte que le politique le menait à bateau et a préféré donc s'organiser autour d'un idéal. Donc, il serait important de former même aussi ces comités de développement dans le sens lié à la décentralisation. Parce que ce sont plutôt eux qui sont les acteurs directs du développement dans les villages, même comme c'est un chef traditionnel, ils mettent une main au-dessus de ce comité. Tout à fait. Amel Sango, formation des acteurs de la décentralisation, une nécessité absolue. Plus qu'une nécessité, je dirais que c'est une indispensabilité, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut ne pas faire pour réussir la décentralisation. Je pense que c'est une incontournabilité aujourd'hui dans la mesure où l'ancienne méthode de développement de nos États a échoué, c'est-à-dire la méthode du top-down où on parachutait le développement, on partait du sommet pour la base. Aujourd'hui, c'est une urgence de renverser la tendance de la méthode pour privilégier la méthode du top-down, d'accord? Du bottom-up, je veux dire, c'est-à-dire partir de la base pour le sommet. C'est ce que j'appelle souvent les dynamiques territoriales. Donc je pense qu'il est important que tous les acteurs
concernés de la décentralisation, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient partenaires, qu'ils soient bailleurs de fonds, qu'ils soient population, qu'ils soient institutions, doivent travailler dans le sens de consolider cette formation-là qui permettrait d'avoir une décentralisation et un développement local réel dans nos localités à travers le Cameroun. Merci à vous, docteur Abel Sango. Moïse Diogo, vous êtes le doyen de ce plateau et vous avez l'honneur de conclure ce plateau. On parle de la formation des acteurs de la décentralisation. Pour vous, c'est une nécessité absolue, sauf que peut-être il faudra revoir la formation. Il faut retoucher la façon, il faut former par les compétences et non plus par les objectifs. Parce que quand l'un des problèmes sur les formations, c'est partout au Cameroun, et sur le terrain, il y a toujours ce conflit-là. Les gens ne veulent pas que nous, les experts APC comme ça, parlent parce que nous, on a une autre vision de la formation que les gens ne comprennent pas toujours. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ceci. Je veux remercier quand on parle du comité de développement, il y a un comité de développement de l'effet chez nous qui est très organisé, très formé. J'ai été invité à leur séance, planification stratégique, à leurs assemblées où ils mettaient vraiment, chaque année, ils font une réunion où tout le monde vient, on fait le plan des projets, on essaie de cotiser pour faire le lobbying. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Bye bye. Vous avez conclu, Boris Diogo, expert en approche par compétences, il est enseignant. Docteur Ahmed Sango, politologue, expert en décentralisation, promoteur d'un cabinet conseil sur le développement local. Charles Penka est mon cher confrère journaliste. Il est également un expert en matière de décentralisation, sauf que son cabinet, je n'ai pas cité ça ce soir. J'aurai l'occasion de le citer très prochainement. Charles Penka, merci beaucoup d'être arrivé ce soir. Nous allons prendre rendez-vous mercredi prochain, mais avant, retrouver ce programme en rediffusion dès vendredi 21h, dimanche 18h et lundi 22h. Ça sera avec beaucoup de plaisir que nous reviendrons mercredi prochain pour une thématique aussi alléchante, pour le meilleur de nos téléspectateurs. On va donc dire en haut la décentralisation. D'ici là, portez-vous bien.